Alors coucou, moi c'est Donia. Je suis ici pour parler de la maladie de l'endométriose et plein d'autres choses. Mais principalement aujourd'hui on va parler d'endométriose parce que je fais partie de ces femmes qui portent cette maladie. Et je trouvais ça trop important ayant vécu une année très complexe autour de ça. J'avais envie de prendre la parole et de passer certains messages. Et surtout de partager mon expérience quoi, parce que je sais que si j'avais pu avoir une vidéo comme celle-ci d'une personne qui a eu de l'endométriose, ça aurait peut-être pu m'aider. Et simplement, je trouve que c'est une maladie dont on commence à entendre parler, mais pas du tout encore assez à mon goût. Et c'est trop important de savoir ce qui se passe autour de tout ça. Et surtout que les choses avancent en termes de recherche, en termes de soutien. Et qu'on ne se sente pas seul en fait, nous les filles qui avons de l'endométriose, les femmes plutôt. Et voilà, du coup moi aujourd'hui je suis là pour ça. J'avais le besoin et l'envie de partager mon expérience. Et voilà, si ça peut être utile à ne serait-ce qu'une seule personne, pour moi c'est gagné. Donc j'ai en bas mon petit carnet de notes parce que ça fait déjà 3 fois que je tourne cette vidéo et ça part à chaque fois dans tous les sens. Ça part aussi de manière beaucoup trop longue sur ma parole, donc je vais essayer de structurer ça comme je peux, bien que j'ai envie de parler de tellement de sujets juste pour cette vidéo. Donc ça risque de pas être évident, mais je vais faire de mon mieux. Déjà, moi c'est Donia, j'ai 23 ans. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose il y a 7 mois maintenant. Et selon mon chirurgien, elle a commencé à se développer depuis l'âge de mes premières menstruations, c'est-à-dire depuis l'âge de 10 ans. Ça veut dire qu'on est en absence de diagnostic depuis 13 ans pour ma part. Voilà, donc qu'est-ce que l'endométriose? Déjà je voulais passer par là parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui, je l'ai constaté cette année, ne connaissaient pas du tout cette maladie. Et il faut simplement passer par là parce que c'est très important. Vous les femmes, écoutez bien ça et soyez vigilantes par rapport à vos symptômes. Et je commence déjà à m'étaler, ça va pas du tout, mais en gros l'endométriose, de mon explication propre, simple, en tant que femme qui n'est pas du tout dans le corps médical et qui a juste cette maladie, juste entre guillemets, je vais l'expliquer avec mes mots selon tout ce qu'on m'a expliqué, mais ça reste quand même une maladie très complexe. Et j'ai envie d'utiliser les bons mots, les bons termes et une bonne explication, mais de ce que j'ai appris du coup cette année, c'est une maladie... C'est... Oh punaise. En gros, avec mes mots, la muqueuse qu'on a dans l'endomètre, donc dans la partie... l'endomètre c'est la partie d'où s'échappe le sang quand on a ses règles. Et l'endométriose, ce sont des cellules similaires à cette muqueuse-là, si j'ai bien compris, qui vient se déplacer à l'extérieur et autour de l'utérus. À l'extérieur, quand j'ai à l'extérieur, c'est dans l'abdomen, sur des organes proches, sur des organes génitaux en général, mais ça peut aussi se balader dans tout le corps. J'ai entendu un de mes chirurgiens qui m'a opéré cette année qui m'a expliqué que l'endométriose sur une de ses patientes est arrivée jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'à... je sais plus, mais en tout cas jusqu'au bout de ses doigts. Donc ça peut apparemment s'éparpiller vraiment partout, mais en règle générale ça se passe sur l'abdomen. Et ces cellules-là, elles vont créer des adhérences et des nodules qui vont... Alors pour ma part, ces adhérences-là, elles ont lié, alors que naturellement ce sont des organes qui ne sont pas collés, mais elles ont lié mes ovaires, mon utérus, ma vessie, mon rectum, je sais même plus. En gros, voilà, ce sont des adhérences qui se créent et qui peuvent créer de fortes douleurs comme pas du tout de douleur, ou de très faibles douleurs. Et il faut savoir que chaque endométriose est totalement différente. Voilà, on parle de l'endométriose, mais au final, chaque cas pour chaque femme est différent. Au niveau de la taille des nodules, au niveau de l'expansion des adhésions, au niveau de la douleur, au niveau des conséquences sur les règles, il y a aussi des conséquences pendant les rapports sexuels. On peut ou ne pas avoir des douleurs. Pareil, ça dépend de chaque femme. L'intensité des douleurs, bref. Je crois que l'explication, on va l'arrêter là parce que c'est trop bourbier pour moi. Je la visualise parfaitement, mais l'expliquer, c'est... Pour quelqu'un qui ne fait pas partie du corps médical, c'est compliqué. Ma raison de mon lancement sur YouTube, je bois un verre d'eau.
Faut savoir que j'ai toujours aimé ce format, de pouvoir parler à une caméra, de pouvoir avoir des souvenirs de mes prises de parole de moi à moi-même, parce que j'ai jamais rien partagé, mais ça fait des années que je me filme avec la caméra de mon Mac, avec une caméra que j'ai reçue à mes 14 ans. Juste je me filme, je parle et j'en fais rien. Et des fois je retombe dessus et je me dis waouh, il y avait tout ça à cette période-là. Et en fait je parle comme si j'écrivais dans mon journal intime. Sauf que de parler, je trouve que ça, pour moi, c'est une manière encore plus réelle, palpable. Et en plus de ça, la manière de parler, la gestuelle, pour moi, ça transmet encore plus de choses que juste avec l'écriture. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce format. J'ai depuis longtemps aussi voulu me lancer sur YouTube, mais j'avais aucune bonne raison. J'avais pas à me lancer sur YouTube pour me lancer sur YouTube et dire ok bah je vais, je sais pas, aucun sujet à aborder qui sortait du lot. Et est arrivée cette maladie cette année et je me suis dit bah au-delà de mon envie de me lancer sur YouTube, j'ai envie de partager mon histoire, de partager mon expérience autour de tout ça et encore partager mon expérience après tout ce que j'ai vécu, après mes opérations, après ma convalescence, après le diagnostic, après le déni que j'ai vécu. Je pense que tout ça, ça peut servir, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça va me faire du bien. Ça me fait du bien et je trouve ça utile de partager sur un sujet aussi important. Les douleurs. Alors, les douleurs. Parce que les douleurs, c'est un grand chapitre de cette maladie. Ouvrez bien grand vos oreilles parce que là, j'ai envie de pouvoir faire passer un message très important, comme quoi il faut être attentif et il faut pas se laisser avoir par tellement de messages qu'on a dans notre société parce que les femmes, elles ont leurs règles et si elles ont mal, ben c'est normal. Et moi j'ai vécu dans ce schéma-là pendant très longtemps alors que j'aurais juste dû un peu me bouger et m'alerter et me dire attends mais il y a quand même vraiment quelque chose qui va pas. Et la preuve, ça fait depuis 10 ans que j'ai une énorme endométriose qui s'est développée dans mon abdomen, vraiment énorme pour le coup. Et voilà, si j'avais pu être plus attentive et si j'avais eu des messages tels que celui-là en disant allez consulter dès que vous vous sentez mal, dès que vous avez l'impression que vous avez plus mal que ce qu'il faudrait, bah c'est pas normal d'être incapable de se lever pendant 2 jours parce que t'as tes règles et t'es incapable juste ne serait-ce que de te lever de ton lit et de parler normalement parce que tu cries toute la journée tellement t'as mal. Enfin bref, ça c'est mon petit coup de gueule, mais j'ai envie qu'on soit maintenant alerte, toutes celles qui entendent ce message, soyez alertes par rapport à vos douleurs et par rapport à simplement votre intuition s'il y a quelque chose qui va pas. Et ça se porte sur l'endométriose mais sur tout le reste, toutes les maladies, tout, que ce soit psychologique ou physique, il faut écouter son instinct. Et vraiment, j'aurais dû peut-être un petit peu plus écouter le mien étant plus jeune, mais étant jeune, c'est compliqué de se forger par rapport à ça et de se dire attends, non, je vais aller chez le médecin et je vais y retourner 4 fois de suite s'il le faut pour qu'il me sculpte bien et qu'il regarde ce qui va pas et qu'il m'écoute et qu'il me croit sur mes douleurs. Alors je dis ça de manière générale, mais moi j'ai toujours eu une gynéco incroyable qui a toujours cherché justement à savoir ce qui se passait. On est passé à côté de l'endométriose il y a 2-3 ans je dirais. Et bah finalement elle était quand même bien là. Donc c'est pas de sa faute du tout, c'est pas de la faute du corps médical qui m'a entourée. Mais voilà, j'aurais voulu être un petit peu plus moi-même alerte. Et pour ça il faut s'écouter. Quand j'étais petite, déjà donc je l'ai dit, j'ai eu mes règles à 10 ans. Je lis un petit peu comme ça, j'évite de trop m'éparpiller. J'ai eu mes règles à 10 ans et là j'ai noté, enfin je voulais vous expliquer une sorte d'analyse de mes règles de quand j'étais petite, mais j'étais trop petite, ça fait 13 ans que j'ai eu mes règles donc c'est un peu compliqué de me replonger dans est-ce que j'avais un grand flux, est-ce que j'avais extrêmement mal, est-ce que j'avais mal normalement. Tout ce dont je me souviens c'est que j'avais un règle très irrégulier pendant des années jusqu'à que je prenne la pilule. Et je dirais que mes premiers souvenirs de douleur vraiment intenses, ils arriveront peut-être à partir de l'âge de 16-17 ans. Avant, je me souviens pas spécialement ou ça m'avait pas heurté plus que ça. Donc ouais, je me souviens d'avoir commencé à
avoir vraiment mal vers l'âge de 17 ans, je dirais. Mais sans m'y alarmer spécialement parce que voilà, on est conditionné à se dire bah attends, c'est normal, j'ai mes règles. Ouais, je rate 2 jours d'école par mois, c'est normal, tu sais. Genre, je vais rattraper ça tranquille. Alors que non, c'est pas normal. Je sais pas, en tout cas maintenant, après avoir vécu ce que j'ai vécu, non, c'était pas normal d'avoir si mal. Et de manière crescendo en plus, ça s'est vraiment empiré avec le temps. Mais voilà, rien de... Pour ma part, de la mois d'avant, il n'y avait rien d'alarmant. Jusqu'à l'année 2020. Voilà, donc jusqu'à l'année 2020, donc il y a maintenant 2 ans. 1 an et demi, je dirais, parce que c'était décembre 2020. Décembre 2020, je décide de changer de contraception. Donc là, on va passer sur les étapes un peu intermédiaires jusqu'à arriver au diagnostic. Je vais me faire poser mon stérilet chez ma gynéco. Je pourrais y revenir sur ce moyen de contraception parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. Mais je l'ai extrêmement mal vécu au niveau de la pose. C'était horrible, la douleur. Et je me suis dit, bon, ça va passer. Et à partir de cette pause-là, j'ai jamais eu autant mal au ventre de toute ma vie. C'est à partir de là, j'ai toujours eu du coup des règles assez douloureuses entre mes 17 et mes 21 ans. Mais alors là, le jour où j'ai posé le stérilet, il y a une différence mais considérable. Alors que je n'avais plus tant mes règles que ça. J'étais plus censée avoir mes règles. Ou je sais plus. Mais une horreur, je repense à ça, mais c'était horrible. C'était une douleur, je comprenais pas pourquoi. Je vais faire mon rendez-vous de contrôle 1 mois après la pose de mon stérilet avec ma gynéco. Elle me dit que tout va bien, il a pas bougé, ça a pas fait de dégâts, il y a absolument rien à signaler. Donc elle me dit que ces douleurs-là, bah, il va falloir pas prendre sur soi, mais c'est un peu ce qu'elle me dit au final. Elle me dit bon, il va falloir un petit temps d'acclimatation, il y a certaines femmes qui le supportent effectivement moins bien au début, mais voilà. Et puis moi je me dis bon, je vais tellement être tranquille avec ce stérilet pendant 3 ans que je vais prendre sur... En fait c'est moi-même qui me suis matrixée à me dire je vais prendre sur moi parce que j'adore cette contraception, j'ai plus besoin de prendre la pilule, j'ai pris la pilule pendant je pense 7 ans. Du coup j'étais tellement contente d'être libérée de ça, donc c'était pour moi, j'étais là, bon bah, meilleure contraception ever. J'ai hyper mal au ventre, c'est trop bizarre, mais on fait abstraction, parce que j'étais trop contente de cette contraception en vrai. Et pendant des mois, je dirais 7-8 mois, j'ai eu des douleurs de règles et des douleurs prémenstruelles même horribles, des douleurs pendant que je devais aller aux toilettes, même horribles. Enfin, il y a quand même quelque chose où je me disais, punaise, il y a un truc bizarre qui se passe, tu vois. C'est là où j'aimerais faire aussi passer un message. Allez chez le médecin. Allez chez le médecin quand vous sentez que vous en avez besoin. Quand vous vous dites même, ne serait-ce que, punaise, c'est bizarre, je me sens pas 100% ok avec ça. Je devrais peut-être aller checker. Allez checker. Allez checker. Moi, j'ai toujours été cette personne-là qui me disait, non mais, pas besoin, je me connais. C'est vrai que j'ai quand même toujours eu une relativement bonne intuition en règle générale, mais je me connais, ça a pas l'air d'être un truc de fou, donc tranquille tu vois. Sauf que là ça veut dire que je suis pas allée chez ma gynéco pendant plus de 6 mois, alors que j'avais ces douleurs horribles. Je crois que j'y suis allée peut-être une fois pour quand même aller lui dire et elle a checké et je crois que c'est à ce moment là qu'elle a regardé si j'avais de l'endométriose et il y avait rien, donc tu sais, elle était un peu perplexe. Ouais, je crois que c'était ça, j'étais allée chez elle, et enfin à son cabinet. Et elle m'avait dit, bon, regarde comment ça se passe jusqu'à la première année. Il me semble, mes souvenirs sont tellement flous, il s'est passé tellement de trucs ces 2-3 dernières années que, au niveau de ma contraception et de mes douleurs et de mes règles et de mon endométriose, que je perds un peu les détails. Mais c'était pas du tout d'une manière où elle négligeait ce que je lui disais. Enfin, j'ai envie de blâmer un petit peu le corps médical, mais dans mon cas, j'ai été tellement bien entourée que pas elle. Mais je sais pas, du coup elle me dit on va essayer de regarder, et puis moi aussi j'allais chez la gynéco alors que je souffrais le martyre à la maison, et je disais ouais j'ai très mal, et je minimisais un peu le truc parce que c'est aussi ma façon d'être où j'ai pas envie d'arriver et de dire ok c'est la catastrophe, genre vraiment c'est la catastrophe, il y a vraiment quelque chose qui va pas, et j'aurais peut-être dû être cette personne là. Voilà, on attend un peu, du coup on regarde comment ça se passe jusqu'à la première année, et en octobre 2021, donc il y a presque un an,
je vais chez la gynéco et là j'y retourne et je crois que je sais plus pourquoi c'était. Mais justement par rapport au stérilet, je m'inquiétais un petit peu, je me disais bon, là faut quand même aller checker et tout. Et j'y vais mais rendez-vous de routine pour moi, vraiment je me souviens très bien, c'était un vendredi matin, j'avais congé ce jour-là, je me réveille tôt et tout, bonne humeur machin, je suis là ouais je vais chez la gynéco, cool. Et je m'attendais tellement pas à ce qui s'est passé en fait. Vraiment j'étais dans le truc où elle va regarder le stérilet et puis puisque comme d'habitude il se passe jamais rien, ben il va rien se passer tu vois. Vraiment j'étais pas du tout dans le truc où attends il va peut-être se passer une dinguerie tu vois. Donc j'arrive et tout et elle me dit bon bah on va quand même faire une écho, on va regarder si le stérilet a bougé et puis voilà on va checker un peu tout ça. Et peut-être même que j'y allais pour une infection urinaire, je sais même pas. Parce que faut savoir que cette année justement où depuis que j'ai eu le stérilet et avec cette endométriose, alors je sais pas si les deux sont liés, je sais pas si c'est plus l'un que l'autre, mais j'avais toutes les... Ah bah oui, mais pardon, c'est totalement lié. Pardon, j'en avais parlé avec mon chirurgien qui est un grand docteur spécialisé dans l'endométriose qui m'a opéré cette année. J'en avais parlé et il m'a dit effectivement, puisque ma vessie était touchée par l'endométriose, j'avais cette sensation tous les mois, une semaine précisément avant d'avoir mes règles, j'avais cette sensation d'avoir une infection urinaire. Et je crois que c'est peut-être pour ça que je suis allée en octobre voir ma gynéco. Bref. Et donc elle me sculpte, on va pour faire une échographie et elle change de tête. Et je me dis, ah, il y a quelque chose qui va pas. Et là, elle me dit tout de suite, ah, le stérilet est complètement déplacé, on va tout de suite devoir l'enlever vraiment maintenant. J'avais pas mon mot à dire et en même temps, j'étais très inquiète, donc j'avais rien à dire. Je ne pouvais pas dire un mot. Et elle continue à regarder et tout, et là, elle tombe sur un kyste de cette taille-là, à côté de mon ovaire droit, collé à mon ovaire droit. Et elle voit ça, elle m'explique, et je fonds en larmes. Parce qu'en fait, moi j'avais l'écran de l'échographie juste devant moi. Elle en avait un derrière moi parce qu'elle était assise à ma droite, en train de me sculpter. Et moi j'avais un écran devant moi, donc je voyais ce qui se passait. C'est-à-dire que quand elle m'a expliqué, j'avais l'image devant moi et je pouvais constater quelle était cette énorme boule collée à mon ovaire qui n'était pas normale. Et je me fonds en larmes, gros sanglot, parce que j'étais pas du tout prête à ça. Et je me dis, et surtout, délivrance, entre guillemets, parce que je me dis, waouh, on a trouvé ce qui se passait. C'était ce kyste, c'était ce stérilet qui me faisait tant mal depuis 6-7 mois. Et il y avait toutes ces émotions, je me disais, oh putain, enfin, tu vois, genre, cool, on a trouvé quelque chose. Si j'avais su ce qui m'attendait par la suite, ben j'aurais pas été soulagée tout de suite. Du coup, je vais essayer de la faire courte. Il y a ce kyste, on le traite, elle me donne une pilule, je la vois une semaine après. Donc elle m'enlève le stérilet sur le coup. Hein. Elle me donne cette pilule. Le kyste c'est totalement presque décomposé, affaissé, il ressemble plus du tout à ce qu'il était une semaine auparavant. Donc je me dis cool, on va voir comment ça se passe. Et puis je continue à avoir vraiment très mal au ventre pendant 2 semaines, 1 mois. Et à ce rendez-vous où elle a détecté le kyste, déjà je lui dis mais pourquoi ce kyste? Elle me dit bah elle avait pas trop d'explications, elle me dit c'est peut-être à cause du stérilet, c'est peut-être aussi le kyste qui s'est formé lui tout seul, qui a fait déplacer le stérilet, on savait pas trop la cause. Et je vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à dire. Donc j'y reviendrai peut-être une autre fois quand je parlerai de... je sais pas. Dans les autres étapes intermédiaires, donc voilà, je disais à ce rendez-vous-là, elle me dit à partir de maintenant, parce que ça fait 1 an presque que vous souffrez le martyre et que vous prenez sur vous, à partir de maintenant, la moindre douleur anormale, et c'est là où je l'ai adorée parce que vraiment elle m'a dit, en partie c'est vraiment grâce à elle, je pense que j'ai pas été dans une situation très grave parce que j'aurais pu l'être, je vais vous expliquer par la suite, mais elle m'a dit le moindre truc, la moindre douleur un peu anormale, la moindre douleur qui persiste, vous allez aux urgences. 1 mois après, c'est ce qui se passe, je suis dans mon lit, on est le 23 décembre, je me réveille pour aller faire mes cadeaux de Noël parce que comme plein de gens, j'avais encore rien préparé. Et je sens une douleur
bizarre qui s'était agrandi parce que ça faisait déjà depuis la veille que j'avais mal au ventre, mais c'était ni mes règles, c'était ni une infection urinaire, c'était bizarre. J'avais mal au ventre de gauche à droite, de haut en bas. Et vraiment une douleur qui s'agrandissait d'heure en heure, et je me réveille le matin vers 7h. Je me dis bon, bizarre, je vais attendre un petit peu, je vais rester au lit, je vais déplacer mon programme et d'abord je vais voir comment ça se passe. Je parle en même temps avec mes copines que j'avais l'intention de voir cette journée-là. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, je crois que je vais descendre à l'hôpital parce que j'arrivais pas à me lever. J'arrivais en fait, mais je pouvais pas du tout me tenir droite, mais pas du tout, j'étais en angle droit. C'est un peu drôle de dire ça. Mais vraiment, je pouvais pas marcher normalement, pas du tout. Vraiment, j'avais très 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 mal. Et je suis descendue à l'hôpital, c'est la maman d'une copine qui est venue me chercher. Ouais, ouais, j'ai ce genre de copine, ouais. Ouais, j'ai ce genre de maman de copine, ouais. Donc elle me descend à l'hôpital et en fait, bon déjà, la prise en charge catastrophique, j'ai attendu 6 heures parce que j'ai fait l'erreur, alors là encore un message à dire, j'ai fait l'erreur d'arriver aux urgences et dire j'ai mes règles, j'ai extrêmement mal au ventre, mais il y a un truc bizarre qui se passe. Ah, vous avez vos règles? Attendez 2 secondes ici, on va venir vous chercher. On m'a tellement pas prise au sérieux parce que j'ai dit j'ai mes règles. Donc en fait, t'as tes règles, donc c'est bon, tu passes à la trappe, t'as mal au ventre, c'est bon, tu vois. Je me suis pointée aux urgences. C'était pas pour rien en fait. Ok, j'avais mes règles, mais c'était parce que je devais expliquer mon état, qu'est-ce que j'avais mangé, qu'est-ce que j'ai vomi, qu'est-ce que j'ai pris comme médicament, j'ai mes règles. Ah, vous avez vos règles? Ok, d'accord, bah pas de soucis, on va vous appeler un médecin. J'ai attendu 6 heures, je suis certaine, parce que le corps médical autour de moi s'est fait passer le message comme quoi, bah elle a ses règles. Hein, on va y aller mollo, c'est encore une qui supporte pas ces petites douleurs. Écoutez-moi bien, on m'a fait poireauter 4 heures avant de me faire une prise de sang. Bref, c'est les urgences, on ne peut pas critiquer ça, mais voilà. Je sentais autour de moi qu'on ne me prenait pas du tout au sérieux et j'étais dans ma chambre ambulatoire, j'attends. Et là, il y a un médecin qui vient me voir après une prise de sang et après un scanner, parce que j'ai quand même fait un scanner 2 heures après. Après le scanner, j'ai eu la panoplie de médecins, pour le coup. Un chirurgien arrive et il me dit bon bah écoutez, on va vous descendre au bloc, vous êtes en train de faire une hémorragie interne depuis certainement plus de 24 heures. Non mais elle a ses règles en fait, donc c'est bon, on va la faire patienter la petite. Je faisais une hémorragie interne. Le médecin m'a dit je sais pas comment vous pouvez supporter cette douleur parce que c'est infernal. Vraiment, je me tenais bien encore, j'étais souriante, j'attendais patiemment mes médecins. Vraiment, ça m'énerve parce que j'ai tellement mal été accueillie juste parce que j'ai dit que j'avais mes putains de règles et juste parce que dans notre société, on prend pas au sérieux les femmes qui ont leurs règles et ça m'énerve. Je faisais une hémorragie interne depuis plus de 24 heures, si ça c'est pas inquiétant. Donc on me dit bah dans 30 minutes on va vous descendre au bloc. Ok, je parle avec l'anesthésiste, machin, je passe des coups de fil à mes copines, à ma famille. Bon bah on se voit demain. En plus c'était en période Covid, donc j'ai même pas pu avoir de visite, c'était horrible. Donc bref, je me fais opérer, tout se passe bien, machin, enfin tout se passe bien. Ah oui, parce qu'ils ont fait le diagnostic et, pardon, je m'éparpille. Avant de m'opérer, ils m'ont dit vous faites une hémorragie interne et vous avez l'appendicite. Donc on va vous faire une appendicectomie et on va vous régler cette histoire d'hémorragie interne surtout. Donc voilà, moi je vais au bloc en me disant hémorragie interne, oui, alors là je la sentais, c'est pour ça que j'avais mal de gauche à droite, de haut en bas, que je pouvais pas me tenir droite. Mais au-delà de ça, je me disais, je suis partie au bloc en me disant l'appendice. Ok, c'est des médecins chirurgiens, ils savent ce qu'ils font, mais j'ai pas l'appendicectomie. Enfin, j'ai pas l'appendice, pardon. Enfin, peut-être, mais c'est pas ça. C'est pas ça, cette douleur énorme que j'avais. Alors c'était... Je sais pas, là j'ai eu mon instinct qui s'est un peu développé et que je me suis dit vraiment c'est pas ça. C'est un rapport avec mes règles, c'est un rapport avec mes parties génitales, c'est un rapport avec bien plus sérieux que juste l'appendice. Donc, le lendemain, déjà je sors de la salle, enfin je suis en salle de réveil, j'ouvre les yeux après l'opération et ils m'ont dit l'appendicectomie c'est 45 minutes, donc tout ira bien, ce sera rapide. Je suis rentrée au bloc vers à peu près 19h. J'ouvre les yeux au bloc, il est 22h45 je crois à peu près, j'étais tellement dans les vapes que je me souviens pas spécialement. Mais j'ai quand même la lucidité de demander à la première infirmière que je vois, est-ce que l'opération s'est bien passée? Et là le pire truc qu'elle me répond, j'ai pas eu de nouvelles.
mais les médecins viendront vous voir. Bref, je vais dans ma chambre, je suis prise en charge par des infirmières absolument incroyables. Je cogite parce que je me dis est-ce que ça s'est bien passé, parce que quand même j'ai passé plus de 4 heures au bloc, enfin presque 4 heures. Je comprenais pas trop et j'attendais avec impatience le diagnostic du médecin, du chirurgien qui m'appelait. Et c'est seulement le lendemain matin qu'il est venu, il me prend tranquillement et puis il m'annonce. Et c'était très spécial ce moment parce que bah déjà c'était Noël, je devais normalement être avec ma famille, être en train de préparer mes cadeaux de Noël. Et j'étais à l'hôpital toute seule en temps de Covid. Donc j'avais pas le droit aux visites, enfin j'avais certains de mes proches qui étaient même pas vaccinés donc ils pouvaient pas venir me rendre visite. Bref, c'était très très difficile. Je sortais d'une opération, je voyais que j'avais mal, je sortais d'une opération, une anesthésie générale, j'étais pas bien et voilà. Le médecin arrive et il me dit écoutez, alors il y avait l'appendicite, on vous l'a enlevé, mais c'était pas tant ça le problème. Et j'étais là, je le savais, je le sentais bien. Mais il me dit on a trouvé de l'endométriose en fait. On a trouvé des nodules d'endométriose. Donc voilà, à partir de maintenant, vous allez être pris. Je dis ça très rapidement, mais j'ai vraiment eu un discours digne d'un grand médecin qui m'a rassurée et qui m'a épaulée. Mais je vous la fais courte, il me dit que vous allez être suivi par par le grand docteur de l'endométriose sur Genève. Et voilà quoi, ça va bien se passer, on a enlevé tout ce qu'on a pu, on a géré l'hémorragie, voilà, il n'y a pas de risque. Tout va bien, mais maintenant vous allez devoir vraiment être suivi par votre gynécologue et par ce grand docteur. Et en fait là, j'étais tellement dans justement ce mécanisme où c'était compliqué, j'étais à l'hôpital toute seule, j'avais pas vu mes proches, opérés en urgence et tout. Et il me dit que j'ai de l'endométriose et premièrement je souris. Je dis ok d'accord, ça marche. J'ai été dans un déni mais tellement total. Alors vous allez me dire, non vous allez pas me dire parce que les femmes qui ont de l'endométriose ne diraient pas ça du tout et les gens qui ont pas d'endométriose ne doivent pas se permettre de dire ça. Mais je me dis trop facilement on peut se dire bon c'est de l'endométriose tu vois. Alors oui c'est pas, je vais pas mourir, on est bien d'accord. Mais c'est une maladie qu'il faut vraiment commencer à prendre au sérieux si c'est pas fait. Vraiment. Et en fait, j'ai été dans un déni monstre parce que j'ai toute ma vie simplement été en très bonne santé. Et en fait, là, j'avais quand même j'ai eu un gros choc, quoi. Maintenant, ce que j'ai de l'endométriose, je savais quand même à l'époque ce que ça voulait dire. Pas dans les termes médicaux, mais je savais ce que ça représentait. Et dans le fond, donc deuxième pensée que j'ai eue, je me suis dit, je le savais. Je savais, c'était pas possible d'avoir mal comme ça en n'ayant pas d'endométriose. Enfin, j'ai fait le lien un peu toute seule inconsciemment dans ma tête pendant tous ces mois. Donc j'ai été prise en charge à ce moment-là. Ça a pris du temps, évidemment, parce que les rendez-vous médicaux avec des grands chirurgiens, des grands docteurs de Genève, ça prend du temps. Donc j'ai attendu 3 mois après cette opération pour avoir rendez-vous avec le chirurgien de l'endométriose. Et entre-temps, j'ai fait une IRM, j'ai fait des scanners, des radios, je sais même plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait un bon tas d'examens, en tout cas. Et tout ça a été transmis à mon docteur, que j'ai vu pour la première fois en mars 2022. Là, il m'explique mon cas, il m'explique plus précisément, déjà il m'explique ce que c'est l'endométriose de manière médicale, de manière précise. Et il m'explique que je suis un cas très 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 avancé d'endométriose, que lui et les infirmières qui travaillent avec lui et que sais-je ne comprennent pas comment j'ai pu supporter ces douleurs autant de temps. Et vraiment ça, je le précise parce que ça m'a fait du bien d'entendre ça du corps médical. Parce que c'est maintenant ce qui me fait changer d'état d'esprit par rapport à ça. Il faut vraiment vous écouter. Il faut vraiment, dès qu'il y a le moindre truc, il faut avoir confiance en ses instincts, en ses sensations, simplement. Parce que c'est votre corps, c'est vous qui savez ce qui se passe à l'intérieur. Et il me dit vraiment, droit dans les yeux, je sais pas comment vous avez pu supporter ça. Vous avez une endométriose, c'est huge, c'est pétard. Je crois à un rendez-vous il m'a dit c'est pétard hein. Je crois, non, après la deuxième opération il me dit ah ouais c'était pétard hein. Ok d'accord. Non mais il m'a expliqué que c'était très très huge et que ça avait pris beaucoup de place et que ça touchait beaucoup de mes organes et que ça avait fait des adhésions monstres.
et qui ne savait pas comment je pouvais rester debout quoi, tout simplement. Donc voilà, il m'explique tout ça. On prévoit une opération 3 mois plus tard, donc en juin. Je me fais opérer le 1er juin de cette grande endométriose parce que la première opération c'était un chirurgien du système digestif qui m'a opéré pour l'appendice. Donc il n'était pas du tout qualifié en endométriose, donc il a fait ce qu'il a pu, il a brûlé les nodules d'endométriose qu'il a vus, mais puisque c'était pas du tout un expert, il n'a pas du tout pu s'y atteler de manière précise. Donc je me fais opérer le 1er juin par ce grand chirurgien dans le but d'enlever toute mon endométriose. Voilà, et dans le but aussi de faire des tests par rapport à un possible potentiel cas de stérilité. Oui, ma phrase est juste. Au-delà de tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a enlevé, tout ce qu'il a nettoyé, tout ce qu'il a remis en place, parce qu'en fait, les adhésions, elles étaient tellement monstres qu'elles ont réparti d'un bloc mes ovaires, mon utérus, ma vessie, mes trompes et mon anus, je crois. Mais je sais plus exactement parce qu'il me faisait des schémas, je comprenais pas tout. Mais voilà, donc c'était vraiment d'un bloc quoi. Donc il a enlevé les adhésions, il a enlevé un gros nodule que j'avais, un nodule de 3,2 cm, sachant qu'une endométriose sévère est dite à partir d'un nodule de 0,5 cm. J'en étais à 3,2 de ce nodule, donc voilà, ça explique une grande endométriose. Et donc je me fais opérer, tout se passe bien. Je sors de l'opération, contrairement à ma première opération que j'ai eue en décembre. Je sors de ma première opération, j'avais mal, un mal de chien, c'était pas possible. Et là je sors, et je pense qu'il y a aussi le côté psychologique parce que je vais y revenir. Je sors de l'opération, elle a duré très longtemps d'ailleurs. Je sors de l'opération au-delà que j'étais shootée un max. C'était quand même une partie drôle parce que j'ai des vidéos, on m'a pris en vidéo quand je sortais du bloc, j'ai déphasé, c'est très drôle à revoir ça, avec du recul, c'était quand même assez funny parce qu'il faut quand même prendre les choses un peu du bon côté. Mais au-delà de ça, je sors de l'opération et la première chose que je dis, j'ai pas mal. Alors que je sortais d'une opération de 6 heures où on m'avait charcuté l'intérieur de mon abdomen, je dis littéralement j'ai pas mal. Et en fait je l'ai dit parce que ça me semblait fou, parce que ça faisait des mois, voire des années que j'avais mal, mais un mal de chien. Tous les jours de ma vie, j'avais mal. Tous les jours, et je vais en parler aussi, mais ça m'a coûté une année entière de déscolarisation. Mais ça j'y reviendrai, et quelque chose que j'ai d'ailleurs très mal vécu. Enfin bon, je n'avais vraiment pas le choix parce que la convalescence de ma première opération, elle a duré beaucoup de temps. Donc bref, une convalescence très grande, et puis là voilà, j'étais tellement surprise de sembler aller bien que je l'ai dit, je l'ai formulé, je n'ai pas mal. Et pour moi ça me reste parce que vraiment, à part la fatigue, le coup de masse que tu te prends après une anesthésie générale, ben ça allait quoi. Ça allait. Évidemment je pouvais pas taper des abdos et j'avais mes cicatrices qui me faisaient mal. J'avais mes cicatrices qui étaient douloureuses, mais j'avais pas mal à l'intérieur de mon ventre. Et pour moi, je vous jure que ce jour-là, ça a été un exploit. Vraiment. Donc je passe une petite semaine à l'hôpital après cette opération. Je suis relativement bien entourée par le corps médical. J'étais à la maternité de Genève, donc la première fois j'étais à la Tour, donc c'était différent. La Tour qui est un hôpital privé et semi-privé, alors que la maternité de Genève c'est public quoi. Vraiment je passe ces 5-6 jours à l'hôpital, j'allais bien, franchement j'allais bien, j'ai mes proches qui venaient me voir, ils me voyaient déjà changer, je sais pas comment dire. Ça faisait une année que j'étais... Non, là ça faisait 6 mois que j'étais alitée presque à 80% dans mes journées parce que j'avais trop mal, et là je sors d'une opération de 6 heures et j'ai pas mal. Donc bref, une délivrance. Alors depuis ça va bien, j'ai très bien repris, je suis même partie en vacances une semaine après mon opération presque, dans une dizaine de jours, pour dire que j'étais en possession de mes moyens totalement, alors que ça faisait 6 mois que je l'étais pratiquement plus. Mais ça m'a valu une année scolaire à la trappe. Mais psychologiquement c'était très dur. Mais je pense que je reviendrai, ouais c'est ça, je pense que je reviendrai sur une autre vidéo parce que j'ai plein d'autres idées de vidéos par rapport à ça.
par rapport aux conséquences, par rapport à l'état psychologique que ça entraîne, par rapport à plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je n'ai plus d'adhérence, je n'ai plus de nodule. J'ai un hématome qui s'est formé suite à l'opération qui est en cours de contrôle, voilà. Et je m'estime chanceuse de m'être faite opérer, mais c'était en même temps inévitable vu la grandeur de mon endométriose. Et je tiens à faire passer le message quand même que je sais que je suis chanceuse parce que il y a plein de filles et de femmes qui ne peuvent pas se faire opérer parce que, de ce que j'ai compris, leur endométriose n'est pas assez grande, n'est pas assez développée. Parce que comme je vous ai dit, on peut avoir une toute petite endométriose qui procure des douleurs incroyables. Et voilà, tu dois vivre avec ça, tu prends une pilule, t'as ce traitement là hormonal, mais ça va pas régler le vrai fond du problème si t'es pas opéré, parce que c'est la solution, pour le moment en tout cas. Donc je m'estime vraiment chanceuse. Je sais que je suis passée par des moments très difficiles, mais que voilà, faut aussi voir le côté positif. Alors je sais pas si je peux dire que je suis guérie, parce que c'est une maladie qui peut revenir à tout moment dans sa vie. On croise les doigts. On mange bien. J'ai un régime alimentaire quand même assez strict. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Mais que je suis censée suivre, qui c'est très difficile à tenir, mais je fais de mon mieux. Mais voilà, psychologiquement je vais bien, physiquement je vais bien. J'ai pu reprendre le sport, j'ai pu reprendre une vie normale. Je reprends l'école en septembre. Donc pour moi tout roule, mais pour l'instant je me sens bien et j'apprends maintenant à vivre avec ce que j'ai maintenant, c'est-à-dire que je suis en bon état de santé. J'ai pu être opérée, c'était très difficile, mais maintenant ça va. Donc pourquoi s'inquiéter de l'avenir alors que tu peux gérer seulement ton présent, quoi. Enfin, j'ai tellement été inquiète pour tellement de choses autour de ça que maintenant j'ai plus trop envie de m'inquiéter et je suis plutôt en train de profiter de l'instant où je peux me dire maintenant ça va. Donc voilà. Pour les petits messages que j'ai envie de faire passer, et après je dois vraiment y aller. Déjà on n'est pas seul, et c'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, pour montrer qu'on n'est pas seul et pour divulguer ce message de soutien, quoi. Vraiment partager votre expérience un max, ça peut que nous aider. Et à travers ça, il y a aussi des associations qui luttent, qui militent pour faire avancer les choses, pour faire avancer les recherches par rapport à cette endométriose, pour amener du soutien aux femmes qui ont de l'endométriose. D'ailleurs, petit aparté, comment on appelle les femmes qui ont de l'endométriose? Parce que j'entends que endo-girl, endo-girl, endo-girl partout, mais j'aime pas ce terme. C'est une endodeuse, une endométriose, tu vois. Ça, je me posais la question, petit aparté. Mais voilà, il y a faites vos recherches, il y a plein d'associations qui soutiennent, qui répondent à vos questions, qui créent des tables rondes, qui poussent la recherche vers le haut. Donc pour ça, on n'est déjà pas seul. Faites le maximum pour être prise en charge. Vraiment, s'il y a un médecin, une gynécologue, un gynécologue qui ne vous satisfait pas et qui ne prend pas au sérieux votre cas, changez de médecin. Allez voir ailleurs. Faites en sorte d'être prise au sérieux de A à Z. Malgré tout ça, je voulais aussi dire que je suis fière. Vraiment, je suis fière de combattre cette maladie, d'être passée par tout ça, parce que ça m'a montré à quel point mon corps avait des ressources, à quel point mon corps était fort, à quel point mon psychologique pouvait être au plus bas, parce que justement il se passait des choses très très douloureuses et terribles dans mon corps. Mais ça m'a prouvé que autant il faut prendre soin de soi d'une manière psychologique et autant physique. Et je sais pas, ça m'a appris à apprendre des forces que j'avais à l'intérieur de moi et à apprendre ce que mon corps valait vraiment. Donc je suis fière, vraiment je suis fière, je suis très fière de moi parce que j'en ai chié cette année, je vous jure, je suis restée 6 mois, 7 mois au lit à rien pouvoir faire, à avoir des douleurs atroces et j'en ai vraiment chié et je pense que je suis vraiment pas la seule. Donc venez, on se soutient toutes parce qu'on est toutes ensemble, je vous jure. Donc voilà pourquoi vraiment je peux qu'être fière de moi et vous pouvez vraiment être fière de vous aussi. Parce que merde, on en chie, genre du moment que tu vis pas cette maladie, tu peux pas comprendre, je vous jure. On en a chié, on en chie et on en chiera encore, mais on peut être fier, je vous jure.
Bah je l'ai dit, mais notre corps c'est vraiment notre force. Il y a vraiment une unité qui se fait entre le corps et le mental, et ça faut pas du tout le négliger. Je connais beaucoup mieux mon corps et je suis motivée à l'apprendre, à apprendre à le connaître davantage. Et ça je trouve que c'est, du moment que tu as ce déclic, c'est quand même assez incroyable. Ça m'a appris à prendre soin de mon corps et à prendre soin de moi de manière profonde et de manière pure, de manière intense et vraie. Non mais on n'imagine pas les ressources qu'on a jusqu'au moment où on a besoin de les exploiter. Et c'est ce qui rend la chose et le combat euh, ce qui peut nous rendre fiers. J'avais juste encore 2-3 petites choses à dire. Ne mettez vraiment pas au lendemain vos rendez-vous médicaux parce que c'est beaucoup trop important. On dit non mais tranquille, ça va aller. Quand je dis au lendemain, vous captez la figuration. Faut vraiment prendre, du moment que tu as le truc, tu dis ok, dans la semaine je prends rendez-vous. Et les petites jeunes, comme j'ai été dans cette position quand je suis allée aux urgences par exemple, ne sont pas assez prises au sérieux par rapport à leurs règles, par rapport à leur statut, simplement d'être une jeune femme jeune, tu vois. Ça va donc vraiment m'énerver, et prenons au sérieux toutes les femmes telles qu'elles sont, quelles qu'elles soient, et peu importe notre âge, peu importe notre statut, peu importe tout, juste, il faut vraiment que le corps médical, surtout par rapport à cette maladie et par rapport à tout, je parle souvent en général là pour le coup, prenez-nous au sérieux, vraiment prenez-nous au sérieux. Donc voilà, prenez-nous au sérieux et prenez-vous au sérieux. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos sentiments, ayez confiance en vos ressentis corporels, physiques, psychiques, tout est trop important. On ne peut pas laisser passer des choses aussi importantes que la santé, vraiment. Donc voilà, moi je suis hyper contente d'avoir pu tourner cette vidéo. J'espère que vraiment cette fois-ci c'est la bonne et que je la posterai. Parce que je veux vraiment faire passer ce message. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le combat n'est pas fini. Je parle pour moi, je parle pour vous. Je dis un peu des phrases bateau, ça en a l'air, mais il n'y a pas plus réel que ce que je suis en train de dire. Vraiment, je vous promets. Mais en vrai, j'ai tellement d'autres choses à aborder autour de cette maladie, autour de plein d'autres sujets qui m'intéressent beaucoup, autour de la femme, autour de la psychologie. Vraiment, donc je suis trop impatiente de me lancer, simplement, et de partager tout ce que j'ai envie de partager. Et voilà, soyons fortes, soyons solidaires, ayons confiance en nous, de ouf, c'est beaucoup trop important. Voilà, je disais une dernière chose, j'ai tellement de choses à apporter par rapport à cette prise de parole que je vais prendre cette parole et je vais expliquer mon expérience encore plus sur d'autres sujets et dans d'autres domaines même. Et attendez, on est une femme sur 10 à souffrir d'endométriose. Vous voyez pourquoi c'est tant important de s'informer et de s'investir dans ce combat? Donc go, go s'informer, go faire avancer les recherches. Une femme sur 10, j'avais totalement oublié de donner cette information, mais c'est l'information la plus capitale, on est bien d'accord. Donc voilà, j'ai tout dit, je suis trop contente vraiment d'avoir parlé pour la 3e fois de cette histoire. Non mais même si j'ai une personne qui tombe sur cette vidéo et pour qui ça aide, et pour qui je peux te donner mon petit soutien, et ben go. Pour moi, pour vous, pour toutes, pour nous toutes, et nous tous, parce qu'on parle pas assez des conjoints aussi, qui vivent l'endométriose avec sa partenaire, conjointe, parce que c'est encore un sacré rôle. Hein. Franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est un sacré rôle. Merci, et il se reconnaîtra, hein. Mais je sais pas comment j'aurais pu faire pendant cette année et demie sans lui. Enfin, voilà, vraiment big up à nous, mais big up aux autres qui nous soutiennent aussi. Parce que l'entourage, ça fait beaucoup de choses. Et je dis mon mec, mais je dis aussi mes meufs. Hein. Mes meufs, mes copines. Voilà, c'est le bon mot pour terminer cette vidéo. J'espère que ça aura pu apporter, ne serait-ce comme j'ai dit, un brin de soutien, un brin d'information, un brin de déclic, j'en sais rien.
En tout cas pour moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Je suis trop impatiente de monter ça et de la publier. Et basta. Et go! Go, je partage enfin. Voilà, en tout cas je suis très très contente, c'est le principal. Je suis très impatiente aussi de partager sur toutes les autres conséquences, toutes les autres choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va durer déjà beaucoup trop longtemps. Je vais m'arrêter là, c'est plus simple. En plus j'ai plus de batterie, c'est parfait. Bisous.